pouvez maintenant commencer le... Ça, c'est toujours mon ami, c'est comme ça. Je vais vous parler de la désescalade thérapeutique. En fait, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 2003. Désescalade. Diminuer le traitement ou arrêter le traitement, eh ben, souvent vous le faites. Quand vous recherchez ou cherchez une dose minimale efficace de corticoïdes, inefficacité du traitement, il faut l'arrêter quand même. Quand il y a des effets secondaires, une contre-indication. La metformine, quand le malade, il y a une contre-indication, il faut l'arrêter. Une insuffisance rénale, on ne peut pas continuer la metformine. C'est ça la désescalade. Mais il se trouve qu'en diabétologie, on parle souvent, et pratiquement souvent, de l'intensification. L'intensification est le mot d'ordre en diabétologie. Et quand on parle d'intensification, on a immédiatement en tête l'insuline. Initiation, ensuite intensification. 2, 3 injections, 4 injections. Voilà. C'est toujours le même terme qui revient. Mais ces derniers temps, la dernière décennie, il y a un changement de paradigme. Et le changement de paradigme est aller de tout ce que nous avons appelé de la prise en charge glucocentrique vers la protection organique. Et quand on parle de protection organique, c'est les nouvelles thérapeutiques. C'est les SGLT2 inhibiteurs, c'est les analogues de GLP1. Parce que l'objectif étant d'éviter la prise pondérale, d'éviter l'hypoglycémie. Et le médicament le plus hypoglycémique, c'est l'insuline. L'insuline fait prendre également du poids. Donc voilà, quand je parle donc de désescalade, je parle de désinsulinisation. Parce qu'il faut maintenant à un moment se dire qu'il y a des malades chez qui il est indispensable de diminuer, voire même d'arrêter l'insulinothérapie. Et ce que je vous dis là, avec certitude, parce que nous l'avons vécu dans le service et on le vit toujours. Alors maintenant, concernant l'insuline. L'insuline est souvent associée ou confondue à tort et à raison avec la maladie. À chaque fois qu'on parle du diabète sucré, on a immédiatement l'insuline en tête. Soit l'insulinorésistance, soit l'insulinopénie, soit l'insulinothérapie. Il y a toujours l'insuline qui nous taraude l'esprit quand on parle de diabète. L'insuline est adulée par certains. Ça se comprend. Et elle est adulée par qui? Par ceux à qui elle a sauvé la vie. Parce que l'insuline sauve la vie, a sauvé des vies. Et là, il est adulé par beaucoup de maladies également parce qu'il leur a changé, modifié la vie également. Mais elle est crainte également par certains, par d'autres. Pourquoi? Les contraintes, la voie d'administration, la stigmatisation sociale, la prise pondérale et l'hypoglycémie. Ça, c'est les malades. Vilipendés par les bailleurs de fonds, ceux qui payent, l'assurance. Ben oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prescrit de l'insuline, il y a une prescription concomitante des bandelettes, et ça coûte cher. Mais l'idéal, donc, il faut trouver un juste milieu et utiliser cette insuline à bon escient. C'est quand l'insulinothérapie est nécessaire, pas toujours. Alors là, je vous parlerai de l'insuline en tant que traitement salvateur, mais pas toujours utile. L'insuline, l'intensification à outrance, et contraignante, ensuite, l'insulinothérapie, la nécessaire désescalade. Premier chapitre, ça c'est une des premières malades de Banting. Regardez, ça me touche vraiment parce qu'il avait 15 ans, il était pratiquement dénutri, diabète de type 1, il n'y avait pas d'insuline, et avant, le traitement du diabète de type 1, c'était le régime de famine. Donc c'est une malade dénutrie, œdème, elle ne mangeait rien. Parce que si elle mangeait normalement, elle va faire des complications aiguës du diabète. Et regardez ensuite, quand Banting a commencé à mettre l'insuline chez cette patiente, le 17 août, elle a avalé un morceau de pain blanc pour la première fois depuis 3 ans. 3 ans durant, elle n'a pas avalé un morceau de pain. Vous voyez donc ce que peut faire l'insuline. Et le 29 août, elle prend du maïs au souper. 3 ans avant, elle ne pouvait pas prendre tout ça. Et le 7 septembre, elle mange des macaronis et du fromage. Et regardez ensuite, quand on lui a posé la question, jeune, 15 ans, qu'est-ce que tu en penses de cette insuline? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle est tout simplement trop merveilleuse, cette chose, pour pouvoir la décrire avec des mots. Oui, donc, essayez de vous mettre à la place de cette patiente. Regardez maintenant son regard sur l'insuline. Et regardez au fait à droite, c'est elle.
Elle a vécu 75 ans, elle est devenue chef d'entreprise grâce à l'insuline. Mais maintenant, revenons à la physiopathologie du diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a une prédisposition génétique à faire de l'obésité, une prédisposition génétique à faire du diabète. Et ensuite, l'épigénétique, l'environnement qui favorise l'excès calorique au dépend, au fait, de l'activité physique, de la perte d'énergie. Tout ça concourt à provoquer une obésité, et cette obésité va être à l'origine d'un syndrome métabolique, pour faire court, d'insulinorésistance, d'activation hormonale et d'inflammation chronique. Et ces trois anomalies métaboliques vont être à l'origine d'événements cardiovasculaires et de diabète. Mais nous, en fait, quand on intervient pour traiter le diabète. Donc on intervient à la fin du processus. On intervient à la fin du processus par quoi? On se dit, le diabète c'est quoi? C'est une hyperglycémie, donc luttons contre l'hyperglycémie. C'est ce que nous avons fait. Et c'était normal, c'était logique. Mais en mettant quoi? Les plus puissants, les sulfamides, ensuite la metformine est revenue après. Ensuite l'insuline. Plus le médicament est puissant en termes de glycémie, plus il est mieux pris en charge. En compte, pardon. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'on réglait le problème de glycémie, mais en contrepartie, il y a une prise pondérale. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. La prise pondérale étant l'origine de ce diabète, et avec les médicaments, on aggrave l'obésité. Donc c'est un cercle vicieux. Ensuite est venu, où sont venues les nouvelles molécules, les GT2 inhibiteurs et les analogues de GLP-1. Ces molécules n'agissent pas uniquement sur le diabète. Oui, elles agissent sur le diabète, sans prise pondérale et sans hypoglycémie. Donc elles sont meilleures que les anciens. Plus que ça, ils protègent les organes. Donc ils luttent contre le diabète, contre l'hyperglycémie, sans les méfaits attendus des médicaments. Ensuite, ils évitent, ils protègent le corps, notamment des événements cardiovasculaires, du foie, également de la stéatose hépatique et de la maladie rénale chronique. Attention, ensuite on a fait un bond également, un bond à reculons dans la genèse du diabète. Ça veut dire que, au lieu d'agir directement sur ce qui est trop tard, non, on agit au tout début, en agissant sur l'obésité. Par quoi? La chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique ou plus ou moins leur équivalence. Je dis plus ou moins, pas encore, mais les doubles agonistes, notamment tirzepatide ou triple agoniste, rutatrulide. Ces médicaments font perdre du poids. Et le fait de perdre du poids règle le problème du diabète. Il prévient le diabète. Plus que ça, il provoque même la rémission du diabète, des événements cardiovasculaires et donc protection d'organes. L'insuline, intensification à outrance. C'est vrai. En Algérie, regardez, dans le monde entier, le pourcentage des patients sous insuline n'est que de 10 à 25%. Les Algériens, et j'ai lu également qu'il y a à peu près 10 pays dans le monde qui n'ont pas accès à l'insuline. Des pays pauvres. Et nous, au fait, nous utilisons énormément d'insuline. Nous sommes l'un des rares pays au monde à utiliser autant d'insuline. Regardez, 30,6% de nos patients sont sous insuline, alors que dans le monde, la moyenne mondiale est de 10 à 25. Nous, Allah barik, parce qu'on a énormément d'argent, ou peut-être à des gaspilleurs, 30,6. Et regardez ensuite, 30,6 de nos patients diabétiques sont sous insuline, mais pour quel résultat? Il n'y a que 17,73% de ces diabétiques qui ont une hémoglobine glycée inférieure à 7, quel que soit le schéma, basal seul, prémix ou basal plus. Donc, et regardez ensuite les dépenses. Regardez les dépenses. Alors, sachant que chaque fois que nous utilisons de l'insuline, nous utilisons les bandelettes concomitamment. Les ventes en 2023, le coût de l'insuline était de 55 milliards de dinars. C'est énorme, 55 milliards de dinars. Et regardez le coût des ADO. Les ADO, 8 milliards de dinars. Mais l'insuline à elle seule, 55 milliards. Et concomitamment, les bandelettes, 22 milliards, pratiquement la moitié. À chaque fois que vous utilisez l'insuline, vous utilisez les bandelettes. Et le coût total des bandelettes et de l'insuline, 78 milliards de dollars, de dinars, pardon. 78 milliards de dinars. Je ne sais pas combien en centimes. Je ne sais pas combien ça fait en centimes. C'est énorme. Et ensuite,
Pourquoi? Parce qu'en fait, notre objectif, c'était la glycémie. J'ai mis la glycémie comme objectif et l'insuline comme viatique. Z, viatique. Hein? L'autre objectif, c'était le sucre et l'insuline comme viatique. Z, et on a en kabyle, Awin. Une stratégie vraiment obsolète. Il faut dépasser tout ça et aller de l'avant. Pourquoi? Attention, moi je vous parle uniquement de la cardioprotection. Je ne parle pas évidemment des autres protections d'organes. Les médicaments les moins protecteurs du cœur sont l'insuline, les sulfamides, les TZT, des PPK inhibiteurs, lequel est saxagliflin. Ça, c'est les médicaments les moins protecteurs du cœur. Contrairement aux SGLT2 inhibiteurs et les analogues du GLP1, qui eux, ont la primauté dans la protection cardio-rénale. Traitement intensif, donc insuline, et complications microvasculaires. Regardez, pratiquement toutes les études ont gagné un petit peu dans la protection rénale. On gagne un petit peu dans la protection rénale. Dans les décès d'origine néphrologique, pas du tout. Le fait évidemment d'intensifier. L'éviction de la cécité, rien du tout. Protection un tout petit peu de la neuropathie. Donc on gagne, mais pas assez en complications microvasculaires. En complications macrovasculaires, oubliez. En complications macrovasculaires, parfois c'est l'inverse. Le fait d'intensifier, augmenter le risque de décès. Donc, voyez, c'était pas du tout c'était une attitude logique. Hein? Nos attitudes étaient des attitudes logiques. Hein? Mais il faut avancer, qui n'avance pas recule. L'insuline, la nécessaire désescalade. Alors, regardez, ça, j'ai vraiment aimé également les conséquences de la chirurgie bariatrique chez des patients obèses diabétiques. Regardez. Presque, à la première année, presque 70% de la population obèse diabétique est en rémission. Et qui dit rémission, ça veut dire qu'on a arrêté toute thérapeutique qu'on dit diabétique. Donc c'est possible d'arrêter. Hein? Parce qu'ils ont perdu du poids. Et il n'y a, je pense, que 25%, 27, voilà, il y a 27% qui ont récidivé 5 ans après. Sinon, regardez, 27%, c'est rien. Donc, pratiquement 3/4 de ces patients, après chirurgie bariatrique, ont vu leur diabète pratiquement, j'allais dire guéri, on n'a pas le droit de dire guérir parce qu'il y a toujours un risque de récidive. On parlera de rémission. Et une chose est sûre, qu'ils ne reçoivent aucun traitement. Et ensuite, en termes de complications macro- et microvasculaires après chirurgie bariatrique, les complications microvasculaires diminuées. Je suis d'accord, c'est normal, parce que les complications microvasculaires sont plus le fait de l'hyperglycémie chronique. Contre complications macrovasculaires à droite, pas du tout. Parce qu'au fait, peut-être qu'on est intervenu tardivement. Le syndrome d'insulinorésistance a déjà provoqué des lésions irréversibles au niveau vasculaire. Regardez également cette étude après, toujours, chirurgie bariatrique. 85% des patients ont arrêté les ADO. Et 66% ont arrêté toute insulinothérapie. Après chirurgie bariatrique. Regardez également l'évolution, toujours après chirurgie, de l'évolution de la prise de tous les médicaments. Après chirurgie, il y a une chute. Une chute de tous les médicaments. Quels que soient les médicaments antidiabétiques, le malade arrête. Hein? Soit diminue, soit elle arrête. Regardez également cette étude, quand on a, chez des patients sous basal bolus, et qu'on a mis un analogue de GLP1. Cette étude, en fait, je n'ai pas eu le temps pour mettre les malades également que nous suivons en médecine interne, qui sont sous analogues de GLP1 ou double analogue de GLP1. Je peux vous affirmer que les malades ont arrêté l'insuline, un basal bolus. Ils ne reçoivent aucune, j'allais dire goutte, aucune unité d'insuline. Donc, dans cette étude, en fait, elle démontre exactement ce que nous avons vécu. Dans cette étude, chez des malades sous basal bolus et chez qui il y a introduction d'un analogue de GLP1, il y a une perte pondérale immédiate. Hein, regardez, de 5%, de 10% ou plus de 10%. Il y a toujours une perte de pondérale à la fin des 24 semaines de traitement. Et il y a une perte pondérale concomitante à l'équilibre glycémique. Donc il y a un équilibre glycémique et une perte pondérale. Et regardez ensuite, qu'on appelle déjà,
le devenir de l'insuline chez ces patients qui étaient sous basal bolus. 80% des patients sous basal bolus qui ont reçu un analogue de GLP-1 doivent arrêter obligatoirement les rapides parce qu'ils risquent ils font des hypoglycémies. Et, regardez, 38% de ces patients arrêtent même le basal. Ça veut dire que 40% des malades ne reçoivent ni le basal ni le bolus. En termes d'événements cardiovasculaires ou de complications, l'association, maintenant, analogue de GLP1, non, pas l'association, analogue de GLP1, vous mettez des analogues de GLP1 ou basal, quand vous indiquez un traitement injectable. Après, échec aux ADO, est-ce que vous allez mettre un analogue de GLP1 ou une basale? Regardez l'évolution. Chez des patients qui ont reçu les analogues de GLP1, il y a une réduction des MACE, des événements cardiovasculaires graves, par rapport à ceux qui ont reçu une basale. Et il y a également une réduction de l'infarctus du myocarde non fatale et une réduction des décès. Et donc, si j'ai à comparer, je préfère mettre des analogues de GLP1 que de l'insuline basale. Regardez également le genre de patient que vous avez l'habitude de prendre en charge. Quand vous avez un patient comme ça, c'est un diabète qui n'a pas d'insuline, c'est un diabète de type 1. Je suis obligé de mettre de l'insuline. Je suis obligé de mettre de l'insuline. Attention, je ne dis pas que l'insuline, il faut jamais de la vie. Ce que je suis en train de dire, que l'insuline, il faut l'indiquer à bon escient. Chez ce patient, je suis obligé de mettre de l'insuline parce que c'est une maladie auto-immune, il n'a plus d'insuline. Ce genre de patient également, c'est un diabète de type 2, ça c'est des malades du service. C'est un diabète de type 2, mais chez qui l'insulinothérapie était instituée rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un diabète de type 2, c'est soit de l'insulinorésistance, soit de l'insulinopénie, soit les deux. Mais qu'est-ce qui domine, l'insulinorésistance ou l'insulinopénie? Vous voyez donc? Si c'est l'insulinopénie qui domine, eh ben, je suis obligé de mettre de l'insuline. Mais si c'est l'insulinorésistance qui domine, pourquoi voulez-vous mettre de l'insuline? Voilà, par exemple. Chez ce patient, c'est de l'insulinorésistance. C'est l'insulinorésistance qui domine. Et donc, c'est pas du tout logique de mettre de l'insuline chez un malade qui est déjà insulinorésistant. Hein? Ça, c'est une obésité également qui n'est pas active. Hein? Qui n'est pas active. La même chose, si vous mettez également de l'insuline chez ce genre de patient, je peux vous garantir que vous allez multiplier leur obésité. Hein? C'est pas du tout logique également. Et ensuite, le sujet âgé, qui est fragile. Hein? En fait, ça, c'est des classifications, la dernière en, fait, en cluster, mais je trouve qu'elles sont également extrêmement importantes sur le plan clinique. Donc, le premier cas de figure où vous avez un diabète insulinopénique. Vous êtes obligé de mettre de l'insuline immédiatement. Un malade diabétique de type 2 qui a une insulinopénie prédominante, ça veut dire que c'est des patients qui vont recevoir, qui vont être très sensibles aux sulfamides, aux glinides, plus ou moins biguanides, et l'insulinothérapie va se faire rapidement. Mais les malades âgés, il est préférable d'utiliser des médicaments. Wallah l'azim. Et donc, c'est le sujet âgé, il est préférable d'utiliser des hypoglycémies en light. Hein, light, des PP4, les biguanides, parce que c'est des sujets fragiles. Les sujets maintenant obèses. Hein, les sujets obèses, je ne parle pas évidemment de l'insulinorésistance, je parle des sujets obèses. Des sujets obèses également, les biguanides sont les bienvenus, les SGLT2, les PP4, les analogues de GLP1, et l'insuline en dernier. Vraiment en dernier. Et maintenant, les malades qui sont en insulinorésistance, s'il vous plaît, l'insuline, vraiment en cas de besoin. Donc, c'est les biguanides, les SGLT2 inhibiteurs, les thiazidinium, notamment pour le foie, les analogues de GLP1. Attention, ces décisions ne sont pas tombées du ciel. Le bon sens, évidemment, nous recommande de faire ça. La logique nous recommande de faire ça. Mais attention, les études également corroborent ce que je suis en train de vous dire. Regardez. Également, quand on a comparé des patients insulinorésistants et non insulinorésistants mis sous insuline et sans insuline, regardez ce qui se passe. Alors, quand c'est des insulinorésistants à qui on a mis de l'insuline, on augmente le risque de mortalité. Bon, c'est vrai qu'on a envie de bien faire en mettant de l'insuline. Mais en fait, on augmente la mortalité sans le savoir. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que les malades vont mourir avec une hémoglobine glycée parfaite. Et j'ai toujours dit que c'est Azraïl qui va être content. Il va nous féliciter. Donc, mortalité élevée, avec un autre ratio de 2,39.
Les MACE également, le risque de maladie, d'événements cardiovasculaires graves, avec un risque, un autre ratio de 2,45, et la maladie rénale de 1,89. Conclusion. Il fallait juste patienter un moment. Leçon à retenir. Au-delà du contrôle glycémique, la protection cardiovasculaire et rénale est le but ultime. Les nouvelles molécules SGLT2 inhibiteurs, les analogues de GLP1 et dans un futur proche, je l'espère, les doubles, voire les triples agonistes sont dans ce cas très séduisantes. Le changement est en cours vers la désintensification, la désinsulinisation pour un meilleur contrôle cardio-métabolique et une meilleure qualité de vie et pourquoi pas une rémission. Je vous remercie.